Ah, quoi de mieux qu'un temps bien pourri pour parler des commentaires d'arrêt. Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la fiche d'arrêt, la méthodologie de la fiche d'arrêt et du commentaire d'arrêt. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. Tout d'abord, on va parler de la fiche d'arrêt, comment faire une fiche d'arrêt. Je vais faire des remarques aussi bien sur les faits matériels que la qualification juridique des faits, la procédure, etc. Mais si vous devez retenir une chose de ce que je vais dire sur la fiche d'arrêt, c'est vraiment ce qui est relatif aux problèmes de droit et à l'annonce de plan, et plus tard au plan en lui-même. Mais bien entendu, retenez le reste, tant qu'à faire, ça optimisera, je pense, vos chances d'obtenir déjà la moyenne, voire peut-être une bonne note. Deuxième partie de la vidéo, ensuite on va se pencher, une fois la fiche d'arrêt faite, sur le commentaire d'arrêt en lui-même. Là, je vais vous donner différents conseils, aussi bien des conseils de forme que de fond, et surtout un conseil pour éviter de tomber dans la dissertation, parce que si vous tombez dans la dissertation, vous pouvez être quasiment sûr que vous n'aurez pas la moyenne. Et troisième partie de la vidéo, on va faire de la lecture d'arrêt. Alors, je ne vais pas lire des arrêts. S'affichera à l'écran mon ordinateur, en fait, l'écran de mon ordinateur. On ira sur Légifrance, on prendra des arrêts de la juridiction judiciaire, puisque je suis plus familier avec celle-ci qu'avec la juridiction administrative. On prendra des arrêts de cour de cassation, tant qu'à faire, et je vous dirai comment repérer par exemple facilement les prétentions des parties, que sont les motifs, qu'est-ce que le dispositif, etc. On commence donc, première partie, avec la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, on peut la débuter avec une phrase d'accroche. Selon les professeurs, il peut y avoir des divergences. Certains vont dire que cette phrase doit absolument être juridique et d'autres vont dire qu'elle peut ne pas être juridique. Si vous avez des doutes, le mieux c'est de se renseigner auprès de votre prof, et si vous avez des doutes, ce que vous faites, c'est que vous la faites juridique. Alors, ça peut être une citation, bon là il faut quand même avoir préparé son coup, une citation par exemple de Napoléon, ou alors ça peut être par exemple citer un article du Code civil et ensuite affirmer que c'est autour de lui que l'arrêt en question s'articule. Ce sont des exemples. Après la phrase d'accroche, c'est pas mal votre inspiration. Après la phrase d'accroche viennent les faits matériels. Les faits matériels, vous pouvez les introduire par en l'espèce. Vous écrivez en l'espèce, virgule, et vous mettez vos faits matériels. Vos faits matériels, alors, vous devez synthétiser, c'est-à-dire que vous devez enlever le superflu. Mais vous ne devez pas oublier de mettre quand même tous les éléments importants. La synthèse, ça reste très important, puisque c'est une qualité qui est recherchée chez un juriste. C'est pas pour rien qu'il existe des notes de synthèse dans lesquelles on doit résumer en 2 pages d'ordinateur ou 4 pages manuscrites quelque chose comme 40, 60, 80 pages d'ordinateur, ça peut varier, mais c'est pas pour autant qu'il faut essayer de tout enlever, de faire le plus court possible et d'oublier donc l'important. Je vais vous donner des exemples de faits matériels. Alors, 2 exemples, un qui va concerner le niveau L1, licence 1, et un qui va concerner les 2e années. Alors, donc purement des faits matériels. Niveau L1, en l'espèce, le 1er octobre 2015, Monsieur X est photographié à son insu par Monsieur Y pour illustrer un article de son blog qui fera au final le buzz. Fait matériel niveau L2, un peu plus long, le 1er octobre 2015, Monsieur X achète la maison de Monsieur Y. Monsieur X pensait acheter une maison paisible, mais 2 jours après qu'il ait emménagé, débutent les travaux d'une ligne de chemin de fer. Monsieur X accuse alors Monsieur Y de lui avoir dissimulé cette information. Voilà. Là, c'est... Bon, ça c'est sorti de ma tête, hein, j'ai pas pris ça par rapport à des arrêts, mais c'est un exemple en fait de faits. Ce sont des exemples de faits matériels qui synthétisent assez, sans pour autant oublier des informations importantes. Après les faits matériels viennent donc la qualification juridique de ces faits. Alors, en général, je pense que dans la plupart des facs, en première année de droit, on vous apprend à faire un paragraphe pour les faits matériels et un paragraphe pour la qualification juridique des faits. Moi, je trouve pas que ce soit le plus opportun, puisque quand on ne sait pas très bien faire, le risque, c'est de se répéter dans le paragraphe sur la qualification juridique des faits. Et donc, on risque un peu de perdre du temps. Et au passage, on paraît moins synthétique. Je vous donne, alors si vous avez encore en tête mon exemple de L1, je vous le qualifie maintenant juridiquement, un exemple de qualification juridique.
Sur le fondement de l'article 9 du Code civil, M. X subit une atteinte à sa vie privée ainsi qu'à son image. Pour l'exemple de licence 2, M. X conclut un contrat de vente avec M. Y, mais après s'être rendu compte du début des travaux de la ligne de chemin de fer, il invoque la réticence dolosive à l'encontre de M. Y sur le fondement de l'article 1116 du Code civil. Donc vous voyez le risque de répétition, en particulier pour mon exemple de L2, puisque même dans la qualification juridique des faits, je me suis senti obligé de répéter, mais après s'être rendu compte du début des travaux. Là, on n'est pas dans de la qualification, on est purement dans des faits matériels. C'est pour ça que moi, je pense qu'il est plus opportun, en fait, de mélanger dans un même paragraphe à la fois les faits matériels et la qualification juridique des faits. Alors ça, je vous conseille quand même de vérifier, si vous aussi vous êtes plus à l'aise pour faire ça, vous vérifiez auprès de votre prof, celui qui corrige surtout, s'il est d'accord que pour que vous fassiez ça. Alors je pense qu'en L2, ils seront plutôt d'accord puisque vous devrez faire des commentaires d'arrêt complets, mais en L1 peut-être moins, vu que vous allez sûrement vous limiter à la fiche d'arrêt. Je vous donne quand même un exemple en fait, de paragraphe qui permet de mêler aussi bien les faits matériels que la qualification juridique. Donc pour mon premier exemple, en fait il était trop court, je vais prendre pour l'exemple de L2. Le 1er octobre 2015, M. X se porte acquéreur d'une maison vendue par M. Y. Un contrat de vente est alors conclu entre ceux-ci. M. X pensait acheter une maison paisible, mais 2 jours après qu'il ait emménagé, débutent les travaux d'une ligne de chemin de fer. M. X accuse alors M. Y de lui avoir dissimulé cette information. Autrement dit, il l'accuse de réticence dolosive sur le fondement de l'article 1116 du Code civil. Donc vous voyez, j'utilise l'expression « autrement dit » pour enchaîner des faits matériels à la qualification juridique des faits. Voilà, donc sur ça, faits matériels et qualification juridique, rien de plus à dire. Faits matériels, pensez à synthétiser, et qualification juridique, qualifiez bien. Et pour ça, il faut bien connaître son cours, utiliser le bon fondement, mais en général, si vous lisez votre arrêt, vous avez votre arrêt, vous allez voir les articles qui sont plus loin utilisés, vous ne devriez pas vous tromper de fondement. Ensuite vient la procédure. Alors apparemment, il n'y a pas de difficulté apparente, sauf qu'il peut y avoir des pièges. Admettons, vous êtes face à un arrêt de cour d'appel. Tout en haut, en gras, il est marqué « Cour d'appel de Paris, 8 juin 2005 » par exemple. Et donc là, à première vue, vous vous dites « Bon, il y a eu une première instance, il y a eu le TGI, puis un appel a été interjeté et on est devant la cour d'appel et on en est là. » Alors peut-être que c'est le cas. Sauf que comme je vous le dis, il peut y avoir des pièges. Moi, je me souviens qu'en première année de droit, j'avais eu un arrêt donc, de cour d'appel, je devais faire la fiche d'arrêt, et en fait, on n'en était pas du tout là, on en était beaucoup plus loin. Heureusement, je m'en étais rendu compte. Alors, comment ça se fait qu'on en était beaucoup plus loin? On avait eu en effet une première instance, TGI, un appel avait été interjeté, on était allé devant la cour d'appel, un pourvoi en cassation avait été formé, cour de cassation, et la cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel et avait renvoyé les parties devant sûrement la même cour d'appel autrement composée. Du coup, on en était là en fait. Donc si on en est là et que vous passez vite là-dessus, vous regardez juste le titre, vous croyez qu'on en est là, alors déjà vous allez carrément sauter la cour de cassation, vous n'allez pas la prendre en compte, là ça va être grave. Et en plus, vu qu'il y a 2 cours d'appel en quelque sorte, vous risquez de confondre ce qu'a dit la première cour d'appel avec ce qu'a dit la seconde, vous voyez. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Si vous devez faire une fiche d'arrêt et seulement une fiche d'arrêt, le correcteur il va se dire il a mal lu et tout, c'est clair qu'il va vous mettre des points en moins. Mais si en plus de ça vous devez faire tout le commentaire entier, il risque d'y avoir vraiment un hors-sujet. Donc là, c'est certain que vous n'aurez pas la moyenne. Donc faites attention à ça. Après la procédure viennent donc les prétentions des parties. Bon, les prétentions des parties, on va un peu plus en parler dans notre 3e partie de la vidéo avec la lecture de la vidéo. Des fois, on a des arrêts super longs qui peuvent faire 3-4 pages et on se dit, oh là là, il faut tout que je retrouve, les prétentions des parties, où elles sont, il y a machin qui a dit ça, truc... Et en fait, il y a quelques mots, quelques expressions dans l'arrêt qui nous permettent de retrouver plus facilement les prétentions des parties. Donc les prétentions des parties, bien sûr, vous devez aussi les synthétiser,
puisque des fois on peut avoir 10 lignes, même 20 lignes de prétention. Vous ne pouvez pas réécrire 20 lignes de prétention parce que vous allez perdre un temps fou, surtout si vous devez faire un commentaire d'arrêt complet. Et ces prétentions, en général, mêlent aussi bien des éléments de fait que des éléments de droit, puisqu'en fait les prétentions des parties, c'est quand il y a souvent écrit Monsieur X fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande selon le moyen que, et là en fait ils exposent divers moyens, mais si vous voulez, aussi bien des éléments de fait que des éléments de droit, car c'est pas Monsieur X en personne qui invoque, c'est son avocat en fait. Donc concrètement, les prétentions des parties, c'est ce qui a écrit dans les conclusions de l'avocat. À part si bien sûr on est devant une juridiction devant laquelle le plaideur peut se passer d'un avocat. Mais bon, comme vous aurez plus souvent à mon avis des arrêts de cour de cassation ou de cour d'appel à commenter, ça vous concernera pas. Mais bon, ça c'était pour l'anecdote, hein, on s'en fout qu'il y ait un avocat ou pas d'ailleurs, hein, pour la fiche d'arrêt. Après les prétentions vient le problème de droit. Alors le problème de droit, là ce que je vais dire, je vous invite vraiment à vérifier auprès de vos professeurs. Auprès de vos professeurs de TD si c'est une matière à TD, et auprès de vos professeurs d'amphi. Si les deux ne disent pas la même chose, il faudrait quand même qu'ils se mettent d'accord. Alors bien sûr, vous allez suivre celui qui vous corrige, mais ça serait bien qu'ils se mettent d'accord, histoire que vous sachiez pour la prochaine fois, et puis même histoire que ce soit clair, quoi, c'est tout. Donc la chose qui peut particulièrement varier d'une fac à l'autre ou d'un prof à l'autre, c'est le fait que, puisque moi on me l'a enseigné comme ça, un problème de droit, pour qu'il soit juste, on doit pouvoir y répondre par oui ou par non. Donc si vous commencez votre problème de droit par dans quelles conditions, dans quelle mesure, par quel moyen est-il possible de, on ne peut pas répondre à ce genre de questions par oui ou par non. Je vous donne un exemple de problème de droit, bon là qui s'appliquerait plus pour une dissertation, mais auquel on peut répondre par oui ou par non. La liberté contractuelle est-elle limitée par l'obligation d'assurance? Oui ou non? On peut y répondre par oui ou par non. À ce moment-là, votre problème de droit est juste. Si à la place de ça, j'avais dit dans quelles conditions la liberté contractuelle est-elle limitée par l'obligation d'assurance, eh bien, il devient faux votre problème de droit, même si les conditions, vous les abordez bien dans votre développement. Donc pensez à ça, vérifiez-le auprès de vos profs. Alors, moi, je vous dis, on a particulièrement mis l'accent sur ça à la fac d'Aix, quand j'étais en Master 2. Mais est-ce que ça ne peut pas varier d'un prof à l'autre? Là aussi, on ne sait jamais, donc franchement, vérifiez. À part ça, pour formuler le problème de droit dans le commentaire d'arrêt, dans la fiche d'arrêt, c'est plutôt simple, puisque vous avez déjà la solution, la réponse, la solution de droit. Donc, vous avez votre solution de droit, et si vous voulez, c'est comme pour les exercices, c'est presque un exercice à trous en fait, comme au CP. Vous avez une réponse, j'ai 8 ans, trouvez la question. La question c'est quel âge as-tu? Vous avez une solution de droit qui est déjà écrite, elle est dans l'arrêt, et il vous suffit de prendre la solution à l'envers pour en formuler une question. Une question à laquelle on doit pouvoir répondre par oui ou par non en principe. Comment introduire son problème de droit? Vous pouvez par exemple l'introduire par les juges de la Cour de cassation se sont probablement posé le problème de droit suivant, 2 points, et vous écrivez votre problème. Donc, vous dites les juges de la Cour de cassation si on est face à un arrêt de Cour de cassation. Hein. Si c'est un arrêt de Cour d'appel, alors vous pouvez dire les juges de la Cour d'appel, mais on va plutôt dire les juges du fond. Par contre, vous ne devez pas dire les juges du fond si on est face à un arrêt de Cour de cassation, car les juges de la Cour de cassation jugent le droit et non le fond de l'affaire. Ça, je le précise dans ma vidéo questions-réponses. C'était la question numéro 4, si je me souviens bien. C'était pas exactement cette question-là qui m'était posée, mais au cours de ma réponse, j'ai été amené à parler de ceci. La solution de droit, vous la recopiez. On enseigne souvent ça, il faut la citer entre guillemets. Donc là, rien de très difficile. Et après, on a l'annonce de plan. L'annonce de plan, en fait, et le plan en général est lié au problème de droit. Pourquoi? Parce que votre problème de droit, donc qui est une question,
doit obligatoirement trouver réponse à travers vos parties. C'est-à-dire que votre grand 1, en particulier votre grand 1 et votre grand 2, doivent répondre à votre problème de droit. S'ils n'y répondent pas, c'est qu'il y a un gros problème, et là c'est certain que vous n'aurez pas la moyenne. Alors, est-ce que j'ai noté des exemples? Voilà. Je reprends mon problème de droit de tout à l'heure. Je vous sors un problème de droit juste, auquel on peut répondre par oui ou par non. La liberté contractuelle est-elle limitée par l'obligation d'assurance? Exemple de plan, là qui me vient en tête, qui répond à cette question. Grand 1, oui, puisque c'est ça la réponse. Grand 1, oui. Et grand 2, les justifications. Pourquoi? Bon, là c'est de la disserte, hein. C'est pas du commentaire d'arrêt, mais peu importe. Par contre, si vous dites, vous avez un problème, la liberté contractuelle est-elle limitée par l'obligation d'assurance, et que vous mettez en grand 1 la liberté contractuelle avant la loi de 2000, par exemple, et en grand 2 la liberté contractuelle après la loi de 2000, aussi bien le grand 1 que le grand 2, ils ne répondent pas à votre problème de droit. Vous voyez? Donc là, il y a un gros problème, et si vous vous rendez compte de ça, vous pouvez être certain que vous n'aurez pas la moyenne. Sûr et certain à 100%. Vos parties doivent absolument répondre à votre problème de droit. Ok, donc là, je suis dans le cadre du commentaire, puisque je pense qu'on ne fait pas d'annonce de plan quand on se limite à la fiche d'arrêt. On en vient donc à la partie 2, même si on l'a un peu déjà abordé rapidement là. Et on va commencer par nos titres déjà. Nos titres doivent avoir une certaine forme. Moi, alors, 2 conseils. Tout d'abord, n'utilisez pas le mot « et » dans vos titres, et « et ». En général, c'est considéré comme un titre mauvais, un titre faux si vous utilisez « et ». Par contre, vous pouvez utiliser les 2 points, par exemple. Vous mettez une notion, je sais pas moi, je parlais de liberté contractuelle tout à l'heure, la liberté contractuelle, 2 points, limitée par l'obligation d'assurance. Mais jamais, jamais. Là aussi, vérifiez avec vos profs, j'ai envie de dire, mais essayez de ne pas utiliser « et », puisque même si j'ai pas eu l'écho de tous les profs et de toutes les facs de France, quand je faisais des recherches sur les bases de données d'Alloz et LexisNexis, de tête, j'ai rarement vu, même très très rarement, je l'ai peut-être vu, mais très rarement des titres avec des « et ». Et les gars qui écrivent ça, c'est des auteurs, c'est des profs de fac, etc. La plupart du temps. Voilà. Ensuite, autre conseil à propos des titres, n'utilisez pas de verbes conjugués. Par exemple, alors vous pouvez utiliser les participes, si je ne me trompe pas. Ouais, le nom des différents temps et tout, c'est pas mon fort. Mais pas de verbes conjugués. Par exemple, une solution, je vous donne un exemple de titre, une solution participant à la limitation de blablabla. Participant, c'est un participe. Bon, j'ai utilisé participant, bon bref. Participant, c'est un participe, et non, c'est pas considéré comme un verbe conjugué, c'est un participe présent, j'imagine. Par contre, si à la place de dire une solution participant, vous aviez mis une solution qui a participé, là, on n'est plus dans un participe, on est dans un verbe conjugué. Qui a participé à un passé composé, j'imagine. Ouais. Donc voilà. Utilisez pas de verbe conjugué dans vos titres. Ça, je suis certain à 98% que ça varie pas d'une fac à l'autre. Alors peut-être qu'ils vont pas vous sanctionner en L1 ou au début de la L2 si vous mettez des « et » dans vos titres, si vous mettez des verbes conjugués. Mais tant qu'à faire, le mettez pas et vous pouvez être certain que ça vous fera gagner des points. Si en plus de ça, vous avez réussi à synthétiser vos faits, que votre problème de droit, on peut y répondre par oui ou par non, que votre annonce de plan, enfin que vos titres répondent bien à votre problème de droit, là vous maximisez vos chances d'obtenir une bonne note. Voilà ce que j'avais à dire sur le plan, les verbes conjugués et le mot « et ». Après, d'une manière générale, dans un commentaire d'arrêt, ne pas donner son avis. Alors, ne pas donner son avis, ça ne veut pas dire ne pas dire « je pense », parce que ça c'est clair qu'il ne faut jamais le dire. « Je pense »,« selon moi », ça il faut le bannir. Mais, notamment à travers nos titres, il est possible de donner indirectement son point de vue. Par exemple, si vous avez un titre dans lequel vous dites « une solution de droit critiquable ». Critiquable, c'est subjectif. Puisque c'est pas la solution de droit, personne la critique dans l'arrêt en fait.
Surtout si c'est la solution de la Cour de cassation, la solution finale en fait. C'est vous qui critiquez, sauf que là, ça va être considéré comme si vous donniez votre point de vue. Et dans un commentaire, il ne faut pas donner son point de vue. Alors vous avez des mots comme ça, critiquable, critiquer, tout ça, justifier, injustifier. Ça permet de donner indirectement son point de vue. Et c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire en commentaire d'arrêt et encore moins en note de synthèse, mais vous n'y êtes pas encore. Si vous êtes en L1, L2, les notes de synthèse, c'est ce qu'on a par exemple à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Par contre, si vous êtes dans une disserte, je ne vais pas rentrer dans la disserte puisque je pense que ce serait mieux de faire une vidéo à part, mais si vous êtes dans une disserte, donner son point de vue, c'est ce qu'on attend. Et là, il va falloir utiliser ce genre de mots. Mais dans un commentaire d'arrêt, il ne faut pas le faire. Et maintenant, justement, à propos de cette disserte, comment ne pas tomber dans la dissertation? La dissertation, alors, moi, ce que je faisais pour éviter de tomber dans la dissertation, c'est que j'alternais citation de l'arrêt et propos juridiques. En fait, si ça fait 10 lignes, 15 lignes que vous parlez d'arguments juridiques purs, au moins vous citez le texte, au moins vous citez l'arrêt, au plus vous risquez de tomber dans la dissertation sans pour autant vous en rendre compte. Alors le mieux, c'est de citer un bout de l'arrêt, vous citez une phrase, il est dit ça, vous mettez les guillemets, et après, vous expliquez cette citation, par exemple, à la lumière d'un argument juridique, ou vous faites le contraire, vous invoquez un argument juridique que vous justifiez par une citation du texte. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait un binôme. Vous citez un bout de l'arrêt, et à côté de ça, vous lui appliquez une solution juridique, enfin un argument juridique. Mais comme je vous le disais, si ça fait 10, 15, 20 lignes que vous n'avez pas cité l'arrêt, c'est que vous, franchement, vous risquez de tomber dans de la dissertation. Pensez bien à ce binôme, citer et argumenter juridiquement, ou le contraire, argumenter juridiquement et citer. Bon, essayez de le faire le plus souvent possible, mais pas non plus toutes les lignes, quoi. Voilà. Après, bon, voilà, je vous ai dit, le plan, il doit répondre à votre problème de droit, vos titres, les conditions de forme en quelque sorte de vos titres, évitez de tomber dans la dissertation, évitez de donner votre avis. Tant qu'à faire, conditions de forme, introduisez vos sous-parties, c'est ce qu'on appelle des chapeaux introductifs en fait. Déjà, vous avez votre annonce de plan avant votre grand 1, avant votre commentaire en fait. Admettons, bon là c'est une annonce de plan bateau, c'est ce qui me vient en tête. Vous allez écrire, nous allons tout d'abord préciser les conditions, et juste après conditions, vous mettez entre parenthèses grand 1, si votre grand 1 parle des conditions. Nous allons tout d'abord préciser les conditions, entre parenthèses grand 1, pour ensuite mieux en aborder les effets, entre parenthèses grand 2. Après vous écrivez votre grand 1, votre titre. Ok, votre titre, d'ailleurs, vos titres d'une manière générale, essayez qu'ils tiennent sur une seule ligne. Voilà. Un titre trop long, c'est mal vu. Les titres de 2-3 lignes, ça ne le fait pas du tout. Une ligne max. Et si vous écrivez gros, écrivez plus petit. Vous avez écrit donc votre grand 1, et là vous devez faire un chapeau introductif pour votre A et votre B. Donc juste après votre grand 1, vous êtes donc dans le grand 1, c'est relatif aux conditions, admettons. Vous allez mettre un exemple, on peut distinguer des conditions de forme, entre parenthèses grand A, juste après le mot forme, et des conditions de fond, entre parenthèses grand B. Vous écrivez votre grand A. Si dans votre grand A, vous avez mis des petits 1 et des petits 2, pareil, vous devez les introduire. Bon, admettons vous n'en avez pas mis, vous écrivez donc votre grand A, vous écrivez ce que vous avez à écrire à propos du grand A, et si possible, vous faites une courte phrase qui permet de dire en fait qu'on passe du grand A, du grand A au grand B. Vous voyez, une phrase de liaison. Là, vous écrivez votre grand B, vous racontez ce que vous avez à raconter à propos de votre grand B, et là, pareil, vous faites une phrase de liaison pour passer de votre grand B à votre grand 2. Ok ? Vous écrivez votre grand 2, et là, pareil, vous refaites un chapeau introductif pour introduire vos grands A et vos grands B. Et puis après, la logique est la même jusqu'à la fin. Est-ce qu'il faut faire une conclusion ? Moi, on m'a appris qu'il ne fallait pas en faire.
Je pense pas que ce soit la peine. En plus, on risque de se répéter. Mais ce que vous pouvez faire, c'est à la fin de votre grand 2B, de votre grand B du 2, donc à la fin de votre commentaire en fait, vous pouvez, si vous avez le temps, bon c'est histoire de faire beau gosse, vous voyez, voilà, vous gardez 2-3 lignes à la fin pour faire une ouverture que vous allez faire sous forme de question. Si vous pensez que tout ce que vous avez dit dans votre commentaire d'arrêt amène une autre question de droit, un autre problème de droit, que si possible, vous allez tourner de façon à ce qu'on puisse y répondre là aussi par oui ou par non, eh bien vous allez faire une ouverture. Mais il ne faut pas que ce soit une ouverture qui n'a rien à voir. Voyez? Donc, essayez de... C'est pas facile là, je pense que c'est pas facile. Moi, des fois, je ne savais pas quoi mettre dans mon grand B du 2 justement, et j'ai envie de dire que presque je le consacrais qu'à amener mon ouverture, vous voyez. Bon, c'était pas... Quand je faisais ça, c'était pas terrible, mais je savais vraiment pas quoi dire dans mon grand B2, donc vaut mieux faire ça que ne pas savoir quoi dire, que ne rien mettre, quoi. Parce que là, c'est le pire, quoi. Mais tant qu'à faire, vous faites votre grand B du 2 comme si c'était une autre sous-partie, un grand A du 1, n'importe, et vous réservez 2 lignes à la fin pour votre ouverture, un nouveau problème de droit, qui n'est pas forcément en rapport direct avec le sujet, vu que c'est une ouverture. Il doit être en rapport, on va dire, indirect, mais pas forcément direct. Voilà, moi je l'expliquerai comme ça. Vous avez dû entendre dans un commentaire d'arrêt aussi que la partie principale, c'est votre grand 1B et votre grand 2A. C'est là en fait qui est le cœur de votre développement. Donc si vous vous rendez compte que vous avez un grand 1A qui fait 20 lignes et que votre grand 1B fait 10 lignes, c'est pas bon. Le cœur de votre développement, il se calcule notamment par la longueur de ce que vous allez écrire, par le nombre d'arguments juridiques que vous avez à préciser. Donc, alors, tant qu'à faire, essayez que vos parties soient uniformes, voyez, pas 10 lignes pour une sous-partie et 30 lignes pour une autre. Vous essayez de faire une moyenne, mais si certaines sous-parties doivent être plus longues que d'autres, ça doit obligatoirement être le grand 1A et le grand 2B, et pas les autres. Pour ce qui est du reste, pour ce qui concerne le fond du commentaire d'arrêt, je ne vais pas pouvoir vous aider tout simplement parce que ça c'est votre boulot, quoi. Tout dépend à quel point vous avez révisé. J'ai envie de dire qu'un commentaire d'arrêt, si vous êtes dans une fac qui autorise pendant les commentaires d'arrêt l'usage du code civil, enfin, du code d'une manière générale, vous n'avez pas besoin de connaître votre cours par cœur sur le bout des doigts. Bon, c'est mieux de le connaître. Pourquoi? C'est pas obligatoire, puisque le commentaire d'arrêt, comme je le disais, c'est beaucoup citer une partie de l'arrêt et commenter cette citation juridiquement. Commentaire d'arrêt, hein, commenter juridiquement. Or, comment commenter juridiquement? Soit par vos connaissances, soit grâce au code, puisque dans le code, concrètement, il y a quasiment tout, hein. Vous avez les articles, en dessous des articles, vous avez de la jurisprudence, et parfois on a de la doctrine aussi. Donc s'il se trouve que vous n'avez pas eu assez le temps de réviser pour un commentaire d'arrêt et que vous avez le droit d'utiliser le code, vous en faites pas entre guillemets, ou du moins essayez de vous rassurer, de pas trop stresser et pensez à utiliser le code. Mais pour utiliser le code, il faut savoir s'en servir. Donc apprenez à vous servir du code. Dans certaines facs, comme à Aix, je sais qu'ils interdisent l'usage du code pendant les examens, ce que je trouve personnellement un peu débile, parce qu'après, il y en a, ils arrivent en 5e année, ils savent toujours pas se servir du code civil, donc c'est un peu grave. Enfin, c'est un peu grave, c'est pas grave, mais enfin, ça fait chier, quoi. Donc si vous avez le droit d'utiliser le code civil pendant un examen, apprenez en amont à vous servir de ce code. On en vient donc à la troisième partie de la vidéo, relative à la lecture des arrêts. On va prendre des arrêts, donc comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt de la juridiction judiciaire, cour de cassation, tant qu'à faire, et essayer de se repérer plus facilement dans les arrêts, puisque des fois ça peut être long et que ça peut nous faire perdre pas mal de temps. Donc, je prends le premier arrêt. Alors, déjà, bon, arrêt de cour de cassation, on en est au niveau de la cour de cassation. Pour savoir
quelle était la cour d'appel concernée? C'est souvent écrit entre parenthèses, vous avez la date et le nom de la ville. Là, Montpellier, 19 juin 2014 en l'occurrence. Et quand il y a écrit attendu selon l'arrêt attaqué, puis la référence de l'arrêt, enfin la référence rapide quoi, le paragraphe, ce qui suit en fait, précise ce qui découle de l'arrêt. En gros, la décision de la cour d'appel de Montpellier. Ensuite, vous avez attendu que monsieur et madame X, bon, bah, ça c'est ceux qui forment un pourvoi en cassation, font grief à l'arrêt. Font grief, faire grief, ça veut dire reprocher à l'arrêt. Et là, notamment, c'est former un pourvoi en cassation en fait. Donc là, en fait, c'est ce que monsieur et madame X veulent, déclarer irrecevable leur demande d'annulation de saisie immobilière, blablabla, selon le moyen. Selon le moyen. Des fois, c'est écrit en majuscule même. Quand vous avez selon le moyen, ça veut dire que ce qui suit, ce sont les prétentions des parties. Là, en plus, on a selon le moyen, et souvent, on peut avoir petit 1, petit 2, petit 3, là, petit 4, là, on va jusqu'au petit 5. Vous voyez, c'est comme si on faisait des tirés, c'est listé. Vous avez monsieur et madame X, font grief, donc reproche à l'arrêt, forment un pourvoi en cassation, en l'occurrence, selon le moyen, en se justifiant par petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5. Et tout ça, ce sont leurs prétentions. Et vous voyez que tout ça, vous voyez que c'est assez long. Du coup, c'est pour ça que vous devez faire un effort de synthèse. Parce que vous ne pouvez pas réécrire tout ça dans votre arrêt, quoi. C'est bon, sinon ça prend 3 ans, quoi. Et après, vous voyez que là, on est face à un arrêt de rejet. C'est rejette le pourvoi et pas casse et annule. Et juste à la fin de la dernière prétention, vous avez mais attendu que. En gros, le mais, il marque, en fait, il montre que la Cour de cassation va aller à l'encontre de ce qu'ont avancé les parties, monsieur et madame X. Parce qu'en gros, monsieur et madame X, ils disent « Ouais, mais ça, moi je pense que c'est ça. » Et la Cour de cassation, elle dit « Mais c'est pas ça, en gros. » Mais attendu que, là, on a plusieurs attendus, comme on dit. Si vous avez plusieurs paragraphes qui commencent par attendu, on dit qu'on a plusieurs attendus. Si dans votre commentaire d'arrêt, vous voulez faire référence à ce paragraphe ou à celui-là, vous n'allez pas dire dans l'attendu, puisque là, il y en a plusieurs. Vous allez dire dans le premier attendu, dans le second attendu, dans le dernier attendu, enfin dans le troisième attendu, etc. Donc, mais attendu que, blablabla, la Cour de cassation se justifie, elle dit pourquoi elle n'est pas d'accord avec les parties, attendu que, blablabla, et attendu que, voilà. Par ces motifs, rejette le pourvoi. Tout à l'heure, je vous disais, on va essayer de savoir que sont les motifs et qu'est-ce que le dispositif d'un arrêt. Les motifs, c'est simple, c'est ce qui vient juste avant par ces motifs. Par ces motifs, les 3/4 du temps, c'est écrit en majuscule. Vous avez par ces motifs, et c'est ce qui vient juste avant et qui est affirmé par la Cour de cassation. En quelque sorte, c'est la solution de droit. Sauf que la solution de droit comporte à la fois les motifs et le dispositif. Donc là, en l'occurrence, les motifs, ce sont ça. Et pas ça, puisque ça, comme on l'a dit, c'est les prétentions des parties. Par ces motifs et le dispositif. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vient juste après. Rejette le pourvoi, condamne machin et machin aux dépens. Là aussi, il condamne à payer ça. Et voilà, jusque là. Bon, là, on a un moyen annexe, c'est bon, on va pas en parler. On va plutôt voir un autre arrêt. Bon, on va essayer celui-là. Ouais, il est un peu court, celui-là. On va prendre un plus complexe, tant qu'à faire. Ouais. Bon, allez, celui-là. Pareil que tout à l'heure. Donc, on est sur un arrêt de Cour de cassation. Attendu selon l'arrêt attaqué, ça c'est donc la Cour d'appel, la référence de la Cour d'appel de Paris 24 septembre 2013. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez attendu selon l'arrêt attaqué, blablabla, vous avez ce qui découle en fait de la décision de Cour d'appel. Monsieur et madame Y font grief, donc reproche à l'arrêt attaqué, en gros forme un pourvoi en cassation, selon le moyen. Bon, c'est écrit au singulier, selon le moyen. Mais vous voyez qu'on a plusieurs prétentions. Là, on a un petit 1 et un petit 2. Et comme on est encore face à un arrêt de rejet, donc là, ce sont les prétentions, ce que j'avais surligné là,
Et comme on est encore face à un arrêt de rejet, vous voyez que juste à la fin des prétentions, on a mais attendu que. Avec le mais, là une fois de plus, la Cour de cassation montre qu'elle va aller à l'encontre de ce qu'ont affirmé les parties. Donc là, vous avez le premier attendu, là vous avez le second attendu. Les deux ensemble forment les motifs de la Cour de cassation. Par ces motifs, vous voyez, il est là. Ouais, bon voilà, ça, les motifs. Et dispositif, ce qui vient après. Voilà. Bon là, il y a écrit à chaque fois moyen annexe, mais en général, je pense que surtout en L1 et L2, vous l'avez pas quoi. Vous avez machin et renvoi devant la... Ben non, renvoi pas vu que c'est un arrêt de rejet. Si c'est un arrêt où il y a marqué casse et annule, vous aurez marqué renvoi devant la cour d'appel autrement composée, blablabla. On va regarder celui-là parce que il est agencé un peu autrement des deux autres. Donc là, on est chambre sociale de la Cour de cassation. Entre parenthèses, vous avez l'arrêt de cour d'appel, attendu selon l'arrêt attaqué que blablabla. Donc en gros, c'est ce qui découle de l'arrêt de cour d'appel, ici. Quand vous avez comme ça un arrêt où il y a écrit sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, en fait, on a un attendu par moyen. Dans les exemples précédents, on avait les attendus, donc les motifs de la Cour de cassation, juste avant par ces motifs. Mais là, c'est agencé autrement. Si vous voulez, le plaideur, monsieur X en l'occurrence, fait valoir divers moyens, comme tout à l'heure en fait, diverses prétentions. Sauf qu'au lieu d'avoir une réponse globale à la fin, en quelque sorte, on a une réponse pour chaque moyen de la part de la Cour de cassation. Là, sur le premier moyen, alors, comme il y a marqué « si après annexé », ça veut dire que le moyen, ce qu'a dit la personne, ses prétentions sont en annexe. C'est pour ça qu'elles ne sont pas rappelées ici. Et là, vous avez attendu, c'est-à-dire attendu que, directement la réponse de la Cour de cassation. Donc ça, c'est une partie des motifs et une partie de la solution de droit, donc. Ensuite, sur le deuxième moyen, attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, donc reproche à l'arrêt de le débouter de la demande en paiement d'une somme au titre, blablabla. Alors selon le moyen que, là on a la justification, c'est-à-dire une des prétentions des parties, enfin du monsieur X, et vous l'avez jusque là. Puisque comme la Cour de cassation là aussi n'est pas d'accord, vous avez juste après, mais attendu qu'ayant, blablabla, blablabla. Donc en gros elle dit qu'elle n'est pas d'accord, ça c'est une partie de la solution de droit, et donc, comme tout à l'heure, une partie des motifs. Sur le troisième moyen, ensuite, attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une selon le moyen. Selon le moyen, pareil que tout à l'heure, là, on a 2 points et on a un petit 1, un petit 2, c'est-à-dire les prétentions des parties. Et à la fin de ces prétentions, à la fin du 1 et du 2, vous avez mais attendu, bon là en fait on est dans un arrêt de rejet comme tout à l'heure, mais attendu qu'ayant dû se livrer, blablabla, vous avez alors 2 attendus pour ce moyen-là. On est dans le cadre du troisième moyen, on a un attendu ici, un second ici. Alors comment repérer s'il y a plusieurs attendus? En général, on a plusieurs paragraphes et le mot attendu est répété. Vous voyez, on l'a là et là. Et après, vous avez finalement le dispositif. Rejette le pourvoi, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, bon, tant qu'à faire, je vais essayer de vous trouver, comme je le disais tout à l'heure, un arrêt de, pas un arrêt de rejet, mais un arrêt de cassation, donc dans lequel il est écrit casse et annule. On ne peut pas chercher comme ça d'ailleurs. On va voir si j'écris casse et annule. Voilà, casse et annule. Alors, attendu selon l'arrêt attaqué que... Alors là, vous ne l'avez pas entre parenthèses en l'occurrence. Et si vous ne l'avez pas entre parenthèses, pour un arrêt de cassation, je pense que vous pouvez le retrouver après casse et annule. Voilà. Voilà, juste après, voilà. Vous voyez, pour l'arrêt de rejet, on l'avait souvent entre parenthèses ici, la référence de la cour d'appel. Et pour un arrêt dans lequel il est écrit casse et annule, vous allez voir, après par ces motifs, casse et annule, et vous lisez et vous allez voir que c'est pas précisé entre parenthèses, mais c'est quand même précisé. L'arrêt rendu, casse et annule, on saute un peu ce qui est écrit, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai. Voilà.
Alors, attendu selon l'arrêt attaqué que Monsieur X a engagé blablabla. En gros, là, en fait, on a la procédure aussi. C'est vrai, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais tout à l'heure aussi, il parlait de tribunal de grande instance, tout ça. Donc ça va vous servir pour la procédure. Sur le premier moyen, si après annexé, donc là, on n'a pas la prétention directe puisqu'il est mis en annexe. En fait, c'est plus loin dans l'arrêt, mais c'est possible que vous ne l'ayez pas toujours dans l'arrêt qui vous est fourni. Mais sinon, vous le retrouvez après. En fait, il faut aller aux annexes. Ici, là, moyen annexe. Si après annexé, premier moyen. Voilà, c'est ici. Bon, peu importe. Sur le premier moyen, si après annexé, attendu que, donc c'est la Cour de cassation qui parle, là on a la décision de la Cour de cassation. Donc une partie de la solution de droit, une partie des motifs. Sur le deuxième moyen, attendu que l'employeur fait grief, alors fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages et intérêts. Alors fait grief, alors certes on a attendu que, alors c'est la Cour de cassation qui s'exprime, mais là elle ne va pas exprimer sa solution de droit. Comment on le reconnaît? Tout simplement parce qu'il y a marqué l'employeur fait grief. Ok, donc là en fait c'est une prétention. Et juste après vous avez mais attendu que, et là c'est la Cour de cassation par contre qui s'exprime. Donc en gros, mais sur le troisième moyen qui est recevable, donc là ça doit être rejet. Là aussi c'est rejet, ça on est certain. Là je dis ça doit être tout simplement parce qu'on n'a pas, on n'a pas les prétentions, il faudra les voir après, mais bon là j'ai la flemme. Sur le deuxième moyen, attendu que blabla, mais ça on est certain que c'est du rejet, donc rejet, rejet. Mais sur le troisième moyen qui est recevable, là en gros la Cour de cassation pour ce moyen-là fait droit à la demande de la personne qui a formé le pourvoi en cassation. Attendu que pour condamner l'employeur ainsi... Alors, entendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient, quand il y a écrit l'arrêt retient, c'est l'arrêt de cour d'appel. Alors, l'arrêt de cour d'appel, si on étudie un arrêt de cour de cassation, hein, puisque si on avait étudié un arrêt de cour d'appel et qui avait écrit l'arrêt retient, vu qu'on parle d'un arrêt précédent, ça aurait été l'arrêt de première instance. J'en étais où? L'arrêt retient, d'une part, là en fait il est exposé la décision des juges de la cour d'appel à propos de ce moyen. L'arrêt retient que, en gros, les juges de la cour d'appel ont décidé que. Et là, il n'y a pas écrit mais il aurait pu avoir écrit mais. On a la réponse de la Cour de cassation à propos de ce qu'a dit la Cour d'appel, qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le salarié aurait perçu les primes, blablabla, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Par ces motifs, casse et annule. Pourquoi on a casse et annule? Parce que là on a rejet, là aussi, mais là on n'a pas un rejet. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire rejette le pourvoi, puisque une partie des prétentions de la partie qui a formé le pourvoi en cassation reste recevable. Donc par ces motifs, là, par ces motifs, les motifs et la solution de droit, donc, vous devez la rechercher ici pour le troisième moyen, ici pour le deuxième moyen et ici pour le premier moyen. Attendez, je relis le premier moyen parce qu'on y est passé un peu vite. Que sous le couvert de... Ouais, c'est ça. Et le dispositif, c'est donc ce qui vient après par ces motifs. Casse et annule, laisse, blablabla, blablabla, voilà, jusqu'à moyen annexe en gros. On arrive donc à la fin de notre vidéo. Si vous pensez que j'ai pas été assez clair sur certains points, dites-moi le et je préciserai. Si vous vous demandez pourquoi j'ai affirmé telle chose ou telle chose, faites-moi la remarque, demandez-moi et je vous répondrai. Pour la prochaine fois, je pensais à parler de la méthodologie de la dissertation, tant qu'à faire. Si vous voulez me donner vos avis à propos de cette idée, allez-y. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos questions toujours par message privé sur ma page Facebook, le lien étant dans la description. Bien sûr, si cette vidéo vous a aidé et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour suivre mes autres conseils. Et je vous dis à la prochaine, peut-être pour une dissertation.